Bonjour Laurent, Bonjour Jean-François. ravi de vous retrouver, vous allez bien? Bien, merci. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de revoir les invités que vous avez reçus dans ce rendez-vous du matin depuis samedi dernier. Exactement. La première volonté de cette émission, Jean-François, était de mettre en avant les talents régionaux. Et on a pu se rendre compte que le Languedoc-Roussillon ne manque pas de talent. Notre région est innovante, c'est l'une des premières en France en termes de création d'entreprises. Nos différents invités cette semaine ont d'ailleurs parlé de son attractivité, de l'efficacité des dispositifs de soutien mis en place par la région. On le verra, cela est vrai dans le domaine des entreprises, mais également dans le domaine du sport. Puisque vous parlez de sport, d'ailleurs votre premier invité, c'était Raphaël Salle. Oui, c'est Raphaël Salle qui a inauguré ce rendez-vous du matin samedi dernier, le fondateur et le patron de F1. Avec lui, on a parlé de cette formidable aventure qu'est l'histoire de F1. F1, c'est une petite entreprise familiale de seulement 20 salariés, mais numéro 3 mondial sur le marché du kitesurf. De l'entreprise, parce qu'on sait que vous passez 150 jours par an sur l'eau pour tester justement le matériel. Expérimentation, observation, innovation, c'est la totale maîtrise du boss qui fait la différence chez F1. C'est vraiment une équipe, parce que même si on avait le meilleur matériel, derrière il faut en faire la promotion, la communication, il faut le vendre, il faut le livrer, il faut l'encaisser, il faut le facturer. Donc il peut y avoir c'est une équipe de foot. On peut avoir le meilleur attaquant, mais derrière il faut toute une équipe et un gardien de but aussi pour avancer tous ensemble. Donc oui, on a une partie mise au point qui est ma spécialité, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la société. Et on le voit là justement en ce moment, on peut voir derrière nous, c'est votre dernier film qui avait été tourné à Madagascar. Et là, c'est un autre de vos produits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on vient de voir, cette espèce de long surf comme ça avec une pagaie? Oui, c'est le stand-up paddle. C'est le dernier sport un petit peu de glisse sur l'eau qui est arrivé il y a 5-6 ans et dans lequel on a décidé d'investir et de créer tout un département. Et c'est une diversification pour F1 puisqu'on était spécialisé kite et maintenant on a aussi une branche stand-up paddle. C'est un sport qui a explosé vraiment aux États-Unis aujourd'hui, qui est, on peut dire, comme la planche à voile des années 80. C'est vraiment impressionnant et qui est en train de démarrer en Europe en ce moment. D'accord. On le voit là sur ce film justement. Est-ce que F1 se retrouve bien justement dans ce genre de film que vous faites tous les ans ce n'est pas qu'un film promotionnel. J'ai envie de dire, ça retrace aussi l'aventure humaine qui est celle de F1 justement. Ces grandes expéditions comme ça à l'autre bout de la planète. Oui, on est une marque du Languedoc-Roussillon. Et face à nous, on a des marques basées à Hawaï ou dans des pays qui font un petit peu plus rêver. Et le côté voyage, trip, comme on dit en surf, est très important pour moi. J'ai toujours aimé voyager. Et autant il y a une équipe au bureau et on a une aventure humaine au bureau, autant du côté de nos coureurs professionnels, c'est la même chose. J'adore vraiment partager ces moments avec eux et le trip de l'année qui dure 15 jours, 3 semaines où on partage la découverte des spots, la découverte d'une vague est vraiment importante pour moi. D'accord. Mais je vous propose de laisser vivre justement un petit peu ce film et on se retrouve dans quelques secondes ou moins d'une minute justement pour commenter ce film et voir qu'est-ce qu'est l'aventure F1. Aujourd'hui, l'avenir pour F1, c'est quoi? Parce qu'on l'a vu, vous avez donc co-inventé le kitesurf, vous développez énormément le paddle. Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des choses à inventer pour glisser sur l'eau? Effectivement, le kitesurf est un sport majeur, on va dire.
et adultes. On est très bien placé sur le début du stand-up paddle et on lance aussi Manera, qui est une marque d'accessoires. Donc c'est un petit peu nouveau pour nous parce qu'on s'occupait plus des planches, des ailes. Et là, on commence à toucher ce que le pratiquant va porter. Donc combinaison, harnais, lunettes et ainsi de suite. Après Raphaël Salle, j'ai reçu Michel Couder de France Résil et Luc Ardelier d'Oreca Sud, tous deux lauréats du concours Coup de pouce de l'an passé. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur les jeunes entreprises innovantes ici en Languedoc-Roussillon. Est-ce que justement vous avez été attiré, on vous a sollicité pour venir justement vous installer ici plutôt qu'ailleurs, ou est-ce que à l'inverse, vous, par nécessité quelque part, vous avez dit c'est là qu'il faut que je sois et c'est là que vous vous êtes rendu compte de tous les dispositifs qui pouvaient exister? Moi, ça s'est fait effectivement, c'est le cas que vous dites, c'était presque une nécessité de s'installer à Bagnols-sur-Cèze. Et après, très rapidement, via la CCI, j'ai été orienté vers une structure d'accompagnement qui s'appelle InnovUp, qui est adossée à l'école des mines d'Alès. Et je dois avouer que cette structure-là, vraiment, nous a aidés dans notre développement, précisément en nous faisant rencontrer les bons acteurs économiques. Donc ça a commencé par la région, puisque la région nous a aidés dès le départ sous forme d'une subvention. Donc ça a été le premier acte fort. Et je pense que sans cette subvention, on ne serait pas là aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça qui a permis de démarrer le financement de notre produit. Et puis après, il y a des structures type Créalia qui permettent de financer les prêts d'honneur. Il y a Transfert LR qui permet de bien comprendre une problématique technique et d'envoyer vers les bons interlocuteurs. Après, il y a ce qui est devenu la BPI. Donc pareil, on a été orienté correctement vers la BPI. Et enfin et surtout, l'entité qui est devenue notre actionnaire principal, qui est la Soridec, qui fait du capital d'investissement régional. Voilà. Et entre autres, c'est tous ces dispositifs-là qui ont rendu possible cette aventure. D'accord. Et pour vous, Monsieur Couder, comment ça s'est passé? Oui, au-delà des subventions qu'évoquait M. Ardelier, effectivement, il faut savoir aussi qu'il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous les 2 ou 3 mois, on se retrouve avec tous les interlocuteurs régionaux autour d'une table pour évoquer l'avenir de l'entreprise, pour évoquer sa stratégie. Donc au-delà effectivement des besoins en financement qui sont abondés par la région et par les gens qui travaillent avec la région, effectivement on a évoqué Créalia, on a évoqué les capital risques, tout ça. Effectivement il y a cet accompagnement, on n'est pas seul et effectivement c'est très important. Pour vous, par exemple, monsieur Ardelier, on partait sur des bases de 350 000 euros de chiffre d'affaires en 2013, mais une courbe complètement exponentielle, en tout cas dans ses prévisions pour 2014 avec plus d'1 million. Est-ce que justement vous êtes resté, maintenant qu'on arrive en cette fin d'année 2013, sur ces bases? C'est les objectifs qu'on s'est toujours fixés, qu'on tient. Pas plus d'une semaine, on a fait le lancement commercial de notre produit. On fait un roadshow au travers de la France pour le présenter à la fois à Paris, à Cherbourg, à Lyon. On part aussi au Japon pour le présenter. Là, la semaine prochaine, on part au Japon. Donc oui, on reste sur ces objectifs-là. Et ça permet d'entrevoir l'embauche de plusieurs personnes. Et pour vous, Monsieur Couder, également, vous avez vu des perspectives de chiffre d'affaires pour cette année qui devaient s'approcher des 600 000 euros. Vous les avez peut-être même déjà dépassés. Comment justement vous vous projetez par rapport à ça? Oui, effectivement, la première étape était d'abord d'atteindre notre seuil de rentabilité, c'est-à-dire de ne plus perdre d'argent. C'est fait depuis 3 mois. Et donc c'était une première satisfaction. Effectivement, nous serons au-delà des 800 000 euros assez rapidement. On a des produits, vous l'imaginez bien, qui sont très chers, très haut de gamme. Et donc, effectivement, notre espoir, c'est d'être très rapidement sur les marchés de l'export. Là, nous venons de livrer une première fourniture à l'exportation en Nouvelle-Calédonie ce mois-ci. Mais effectivement, notre espoir, c'est d'être présent dans un premier temps dans les pays du Moyen-Orient. Et ça, dès la fin de l'année. Lundi dernier, nous avons parlé d'Aquadomicia et de l'irrigation de la vigne avec Jean-François Blanchet de BRL et Denis Cartier, le président de la Chambre régionale d'agriculture. Nous avons pu comprendre la nécessité de sécuriser nos ressources en eau potable. On a également vu que l'irrigation de la vigne allait offrir de nouvelles perspectives aux vignerons du Languedoc-Roussillon. Comment est née cette idée d'Aquadomicia ? Écoutez, cette idée d'Aquadomicia est née au tout départ, il y a
pratiquement 50 ans, dans les années 50, de l'idée de dériver l'eau du Rhône pour sécuriser le territoire régional. C'était Philippe Lamour, donc un avocat à la base, qui est devenu un grand aménageur du territoire, qui a pensé à détourner ces eaux du Rhône et à les amener jusqu'aux portes de l'Aude. Alors, le territoire avait été équipé, on va dire à hauteur à peu près de 80-85%, et puis plus rien ne s'était passé parce que les financements publics étaient moins importants, la volonté régionale peut-être également plus faible, et le président Fraîche, à l'époque, soutenu aujourd'hui par le président Bourquin, a repris l'idée d'aménager un territoire sur à peu près une centaine de communes qui souffraient d'un manque d'eau et paradoxalement n'avaient pas encore la ressource. Donc voilà comment est né il y a environ 6-7 ans ce projet. Alors c'est un projet que certains pourraient qualifier de pharaonique. En réalité, c'est simplement un grand projet qui couvre aujourd'hui à peu près un investissement de 200 millions d'euros, si on intègre le premier maillon qui est en cours de réalisation. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va permettre de sécuriser un territoire sur 100 communes, voilà, à peu près 15 000 à 20 000 hectares, qui désormais, dans un pas de temps de 4 à 5 ans, n'auront plus à souffrir de la sécheresse. Avec nous, est-ce que justement c'était comment dire, une nécessité aujourd'hui d'avoir une ressource supplémentaire en eau? Oui, bien sûr, c'est une nécessité et une condition sine qua non d'un vrai développement territorial. Donc bien sûr qu'on parle d'irrigation de la vigne, mais c'est aussi tout développement arboricole et aussi maraîchage. Donc c'est la totalité de la filière agricole qui sera sécurisée grâce à ces ressources-là. On comprend bien que donc cette canalisation qui est à Aquadomicia, ça permet d'amener de l'eau. Mais justement après, quand on veut irriguer, quand on veut faire d'autres choses avec cette eau une fois qu'elle est là, comment ça se passe justement? Comment on fait pour après irriguer depuis cette canalisation? Alors, donc, la canalisation dont on parle, c'est un gros adducteur donc, qui va être accompagné par des réseaux ensuite secondaires qui vont amener l'eau de ces adducteurs jusqu'aux parcelles, donc avec un réseau d'irrigation assez classique, et donc l'eau qui est amenée à la borne. Donc vous avez une eau sous pression, et à partir de laquelle donc, les agriculteurs peuvent mettre en place leur propre matériel. Donc classiquement, comme on parle beaucoup de vignes, là, ça va être du goutte à goutte, hein, c'est-à-dire les techniques, on va dire, les plus performantes et les plus économes en eau. Et donc un équipement à la parcelle réalisé par les agriculteurs eux-mêmes qui va permettre d'amener cette eau sur les vignes et les autres cultures, le cas échéant. Pourquoi justement on se dit qu'il faut irriguer la vigne? Qu'est-ce que ça va apporter d'irriguer cette vigne qui traditionnellement n'avait pas nécessairement besoin d'un apport à ce point-là supplémentaire en eau? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va irriguer de la vigne en fonction des besoins donc, des parcelles et des cépages. Nous n'avons pas les mêmes cépages que ceux qu'il y avait par le passé, premier point. Deuxièmement, en fonction des profils de vin recherchés, vous avez de la technicité à amener. Donc, vous amenez, si vous voulez, des blancs plutôt sur le fruit exotique, avec des tioles, etc. On aura une pratique culturelle et donc d'irrigation différente que sur des syrahs, si vous voulez, des produits plus ronds, plus souples. Donc tout ça c'est vraiment de la technique et c'est pas pour faire n'importe quoi et surtout pas pour faire redéborder le Languedoc de vin pas adapté au marché. Aujourd'hui, il y a des marchés, pas un marché du vin, et donc avec des produits et des profils de type de vin différents, avec des marchés différents et des pays consommateurs différents. Donc, et l'idée, c'est qu'on puisse avoir des produits de qualité, de façon constante, en qualité et en volume. Après Aquadomicia, mardi dernier, nous nous sommes attachés à comprendre le fonctionnement du Parlement de la mer. Cette toute nouvelle assemblée se veut la caisse de résonance du monde maritime. Patrick Toustou et Serge Payarès nous ont expliqué les nouvelles perspectives que ce Parlement allait offrir au Languedoc-Roussillon. Pourquoi on ne se parlait pas forcément? C'est-à-dire qu'il y a un problème de vivre ensemble aussi autour de la Méditerranée, en Languedoc-Roussillon. Comment ça se passe? Ce n'est pas dû particulièrement au Languedoc-Roussillon, c'est simplement dû aux gens qui naviguent. Les marins pêcheurs n'ont pas les mêmes préoccupations que les marins plaisanciers, n'ont pas les mêmes préoccupations que les planchistes, que les kitesurfers, et ainsi de suite. Donc à partir de là, on avait un espace commun, mais où on avait une pratique qui divergeait en fonction de ce que l'on faisait, soit du champ professionnel, soit du champ de loisirs, et ainsi de suite. Donc l'intérêt majeur de cette structure est justement que nous parlions et que nous essayons de trouver des solutions ensemble, solutions qui souvent sont simples, mais quand on n'a pas échangé, quand on n'est pas allé au bout des choses, on n'arrive pas à les trouver. Justement, pour vous, Monsieur Payarès, en effet, est-ce que vous aviez du mal à parler avec Monsieur Toustou avant? Quel est l'intérêt finalement d'être regroupé comme ça?
Alors là, vous prenez un mauvais exemple parce qu'avec Patrick, nous sommes amis depuis longtemps, donc on se parlait déjà depuis un moment. Non, mais moi, je vais être plus incisif que lui. Et il a parfaitement raison, et je respecte tout à fait son intervention. Je crois que le Languedoc-Roussillon n'était pas du tout tourné vers la mer, qu'il y avait d'autres priorités, et que le monde de la mer était une très vaste inconnue pour notre région Languedoc-Roussillonnaise, au détriment que bien souvent des filières étaient complètement écartées, complètement marginalisées, et aujourd'hui il est évident que avoir un Parlement de la mer avec l'ensemble des acteurs, des utilisateurs de la mer ne peut qu'apporter, je dirais, une pierre à l'édifice très importante pour créer une dynamique forte, créer une dynamique économique très intéressante et surtout créer de l'emploi. Comment aujourd'hui justement on peut attirer plus de jeunes, peut-être notamment les jeunes de notre région, vers les métiers de la mer? Il y a des centres de formation, c'est un axe de développement fort. Avant d'attirer les jeunes, il faut déjà pérenniser l'emploi dans nos structures. C'est un but, c'est un défi qu'on s'est lancé. Il faut que nous ayons des cycles de formation pour les agents aujourd'hui portuaires et les agents des industries nautiques, des professionnels du nautisme ou du mouvement associatif, parce qu'il ne faut surtout pas oublier le mouvement associatif. Le monde associatif de la mer est une puissance économique forte, avec des retombées économiques directes et induites fortes, donc il ne faut jamais l'oublier. On peut rappeler que la mer, par exemple, en Languedoc-Roussillon, c'est plus quand même de 60 métiers, donc c'est considérable, la palette est large. Et en termes de formation, il y a également les lycées des métiers consacrés justement à la mer. Il y en a un qui se situe à Sète, l'autre à Canet, en Roussillon. Est-ce que justement c'est des passerelles essentielles? Est-ce que il est très important justement de mettre en avant aussi ces lycées, puisque la filière de formation et après de prise d'emploi se fait en direct sur le territoire? Tout à fait. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a des potentialités dans l'enseignement, mais il y a aussi une transmission du savoir qui se perpétue dans les entreprises. On a des entreprises qui sont même des leaders dans leur activité. Donc cette activité forte, elle ne peut s'appuyer que sur des techniciens. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans tous les métiers de la mer, on est vraiment dans une notion de technicité parce qu'on emploie des matériaux particuliers, parce qu'on emploie des outils particuliers, et ainsi de suite. J'en veux pour preuve l'évolution que l'on a subie. Vous citiez Canet. Aujourd'hui, quand on parle de Canet, ça commence à être quelque chose de très technique où les gens sortent de là avec un bagage. Nous avons, et là je parle sous le contrôle de Serge, mais on a vraiment un manque de techniciens dans ce métier, et les jeunes qui vont venir vers ces métiers sont quasi assurés d'avoir un emploi derrière, dans le sens où il y a des besoins, et la filière ne pourra se développer que tout autant qu'elle aura la main-d'œuvre technique, entre guillemets, dont elle a besoin. Donc ces outils, Paul Bousquet avait toujours été axé très pêche, aujourd'hui il s'ouvre vers d'autres horizons, entre guillemets. Canet, c'est le lycée de la mer, a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais vous avez des formations, je pense moi, dans mon secteur d'activité sur les BPGEPS, les brevets qui permettent d'encadrer les gens l'été. Vous avez des activités, des diplômes qui sont en train de être mis en place dans le monde de la voile. Voilà. Donc tout ça sont autant de potentialités pour des jeunes de vivre sur leur territoire et souvent de leur passion. Il serait dommage qu'on n'arrive pas à faire ce lien et leur donner cet outil. Mercredi, j'ai eu le plaisir de recevoir dans ce rendez-vous du matin Bertin Naoum de Medtech. Son nom, vous le connaissez certainement, car depuis un an, les médias parlent beaucoup de lui, après qu'une revue scientifique canadienne l'ait classé 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde. Comment justement vous avez appris ce classement et comment depuis vous vivez avec cette nouvelle notoriété ? Bon, alors avant toute chose, vous en parlez comme d'un cancer, donc il n'y a rien de grave. Hein. Ceci dit, on l'a appris effectivement par le plus grand des hasards, il y a maintenant un peu plus d'un an de cela. On a appris qu'on avait été effectivement identifié, puis on figurait dans un classement établi par une revue canadienne. Ça a été avant toute chose une surprise. Une fois la surprise passée, ce fut une grande fierté de voir notre travail ainsi reconnu par un magazine nord-américain. Et depuis, je dirais, ça a été une formidable, on va dire, visibilité dont on essaye en tous les cas de tirer parti. Vous avez créé la société Medtech en 2002. Alors avant de savoir comment justement cette société est née, j'ai envie de vous demander d'abord pourquoi justement vous êtes installé en Languedoc-Roussillon, quelle a été cette histoire-là ?
Alors moi je suis en fait lyonnais à l'origine. Et lorsque j'ai eu mon projet de création d'entreprise, il y a maintenant plus de 10 ans de cela, et oui le temps passe vite, j'ai souhaité venir l'implanter sur ce territoire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un formidable territoire qui bénéficie de nombreux atouts et pas uniquement le soleil. On a des écoles d'ingénieurs, des centres de recherche, un écosystème d'une façon générale qui est extrêmement favorable aux entreprises innovantes. Et c'est ce qui m'a poussé, et je pense à raison, à venir ici pour créer ce projet de création d'entreprise. On a bien vu que vous êtes nécessairement très tourné vers l'export. Comment aujourd'hui on fait justement avec une société comme la vôtre, en étant basé ici, en Languedoc-Roussillon, pour rivaliser avec ces des fois grands groupes anglo-saxons? Alors Medtech, c'est une société qui est résolument ancrée sur notre territoire et en même temps tournée vers l'international. Aujourd'hui, on réalise déjà plus des 2/3 de notre chiffre d'affaires à l'export. Comme je le disais, nous sommes présents dans différents pays européens, en Amérique du Nord, on est présent également en Asie. Effectivement, c'est une démarche qui est assez importante et assez compliquée. Il faut savoir qu'on a ouvert une implantation aux États-Unis il y a maintenant un peu plus de 2 ans de cela. On compte accélérer le développement de notre activité aux États-Unis tout en continuant à rester résolument ancré sur nos territoires. Comment aujourd'hui une petite, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais société française par sa dimension, arrive comme ça à se positionner à l'international? Vous avez tout à fait raison. Je pense que ça illustre un élément qui est extrêmement important et je pense dont il convient que nous soyons tous conscients, c'est la capacité d'innovation et la productivité de nos sociétés. C'est vrai qu'on a souvent tendance, d'une façon générale, à mettre le doigt sur tout ce qui va mal et on a tendance à oublier que par ailleurs, en France, on a un certain nombre de qualités qui sont reconnues de façon internationale. Et parmi ces qualités, il y a la créativité, il y a la capacité à créer de la valeur, il y a également la productivité. Et je pense que Medtech, comme beaucoup d'autres sociétés, en est un exemple. Pour paraphraser un slogan d'il y a quelques années, en France, on n'a peut-être pas d'argent, mais en tout cas, on a des idées. Et souvent, on est capable, on est très fort pour mettre au point de nouvelles technologies. Donc, dans une première phase du développement de la société, ça nous permet effectivement d'être extrêmement efficace. Mais après, il est vrai que on doit rentrer dans une ambition qui est différente. Et cette ambition, c'est de ne pas uniquement être une société comme nous l'avons fait précédemment, qui met au point des technologies qui sont ensuite rachetées par des grands groupes, mais aussi être capable de bâtir des histoires industrielles et de créer de l'emploi, de développer une activité sur nos territoires. Et c'est exactement ce que Medtech souhaite faire dans les années à venir. On est entré donc dans une nouvelle dimension. Comme je l'ai dit précédemment, la société va grandir de façon extrêmement importante. On est accompagné pour cela par, d'une façon générale, les collectivités. On est accompagné également par BPI. On est accompagné par toute une série de partenaires qui vont nous aider à bâtir une histoire industrielle et en tous les cas à faire en sorte que Medtech soit, je dirais, un acteur du domaine de la santé sur notre territoire. Et pour conclure ces rendez-vous du matin, nous avons reçu le handballeur Michael Guigou, la basketteuse Gaëlle Scrella et Jean-Philippe Lacoste, le directeur du centre de formation du Montpellier Héros Rugby. Avec eux, nous avons bien entendu parlé de sport, mais plus précisément des jeunes athlètes pour comprendre comment on arrive au plus haut niveau. Est-ce que c'est ces filières mises en place par les fédérations notamment qui vous ont conduit là ou quand même vous étiez un petit peu conditionné par votre environnement familial? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que j'étais conditionnée par mon environnement familial parce que j'ai toujours été dans un stade durant mon enfance. Mais mes parents ne m'ont jamais forcé à faire du sport, bien au contraire, on faisait ce qu'on avait envie. Et c'est vrai que, comme disait Michael, c'est la mise en place des sélections, d'abord départementales, puis régionales, puis nationales, qui font que voilà, on côtoie de plus en plus de basketteurs, de nouveaux entraîneurs, on apprend chaque jour un peu plus, qui donne envie voilà, d'aller le plus loin et de donner le meilleur de soi-même. Après, des gens qui ne sont pas dans un environnement sportif au départ peuvent quand même devenir sportifs de haut niveau. Donc voilà, moi je pense que c'est un peu l'association des deux qui fait que voilà, j'ai pu arriver à devenir basketteuse. Et vous, par exemple, Michael, est-ce que si vous n'aviez pas bénéficié de cette éducation sportive finalement dès le départ, est-ce que, par exemple, vous seriez allé vers le sport-études? Parce qu'on peut penser qu'il y a des parents à qui ça fait peur d'envoyer son fils ou sa fille en sport-études ou de le voir partir loin de la maison. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'internat à 14 ans. Du coup, je sais pas, je pense que c'est un peu tout le monde qui accepte. Hein. C'est à la fois les parents qui acceptent que
que leur fils peut aller vers cette direction-là. Et puis après, nous aussi, à nous d'accepter la concurrence, parce que quand on est appelé en sélection, il y a quand même des classements, il y a quand même, on est un peu plus montré du doigt, et c'est un peu moins le côté plaisir, mais c'est le côté, on va dire, un peu professionnel qui attaque avec la concurrence. Donc après, moi j'ai côtoyé des tas de gamins qui, au final, il y en a qui acceptent plus de se faire plaisir et moins d'aller dans le dur. Donc voilà, après ça dépend aussi, je pense, du caractère de chacun. Et justement, Jean-Philippe, comment aujourd'hui, en étant à la tête du centre donc, de formation du Montpellier au rugby, comment vous percevez ça? Est-ce qu'il y avait un vrai manque déjà au sein même des clubs, au-delà là, des sports-études, des filières fédérales? Est-ce que c'était une nécessité aujourd'hui d'avoir justement ces centres de formation intégrés? Est-ce que ça permet d'amener peut-être plus de monde justement plus haut? Une chose est sûre, c'est que déjà, par rapport à ce que viennent de dire nos collègues, il y a une notion de plaisir. C'est pour ça que j'invite déjà les parents à ne pas forcer un enfant à faire un sport dont il n'a pas envie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il est évident que les structures mises en place depuis plusieurs années, le rugby est professionnel depuis la fin des années 90, et c'est vrai que les clubs n'étaient pas organisés, n'avaient pas organisé leur filière de haut niveau pour amener un maximum de joueurs au plus haut niveau. Donc bien sûr que les centres de formation des clubs professionnels sont très importants parce qu'on demande de plus en plus de travail aux jeunes et ça demande de l'organisation parce que bien sûr il n'y a pas que le sport, il y a les études et le planning est très chargé. Si on couple le planning scolaire et le planning sportif, ça demande énormément de sacrifices et d'organisation. Donc sans ces centres de formation, sans ces filières de haut niveau, ces gamins ne pourraient pas faire les deux. Est-ce que justement, il faut absolument, grâce à des structures comme les vôtres, pouvoir vraiment préparer toute la part déjà de la reconversion dès le plus jeune âge? Est-ce que ça s'inscrit comme ça? C'est une évidence. On n'est jamais à l'abri d'une grave blessure. Donc même le meilleur joueur, nous on peut les récupérer à partir de 16 ans en centre de formation. Le meilleur joueur à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans ne sera peut-être pas le meilleur à 21, à 22. Il aura peut-être connu une maladie, une blessure. Et bien sûr, s'il n'a pas suivi de scolarité en parallèle, c'est pas à 22 ans, 23 ans ou avec beaucoup de difficultés qu'on se remet dans un système scolaire. Donc c'est évident que si nos structures ne le permettent pas, on envoie des garçons au chômage directement. Est-ce qu'une carrière, c'est aussi à un moment une rencontre avec un entraîneur, que ce soit au plus jeune âge ou plus à l'adolescence? Est-ce qu'à un moment, il y a des déclics, que ce soit la passion, que ce soit l'envie justement sur l'aspect plus compétitif d'atteindre le plus haut niveau? Est-ce qu'à un moment, ça c'est essentiel? Est-ce que tous, par exemple, c'est un point commun que vous retrouvez une rencontre à un moment dans votre parcours? Moi, je reste persuadé que pour les plus jeunes, c'est évidemment l'éducateur qui donne envie de poursuivre l'aventure. C'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément les parents, je reviens là-dessus, à les pousser, mais c'est évidemment l'éducateur dès le plus jeune âge qui va te donner envie de continuer ou pas. Après, une fois que tu as la passion en toi, c'est comme disait Mika, il y a des opportunités, il y a des choses qui t'arrivent, tu sais même pas pourquoi, mais c'est parce que tu es pris par ta passion. Pour vous, par exemple, il y a eu en dehors de votre cadre familial des rencontres justement qui vous ont marqué? Moi, c'est vrai que mon entraîneur, quand j'étais en minime, ça a été. Je pense que j'étais pas douée spécialement pour le basket, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment fait aimer ce sport et qui m'a appris à me faire mal en défense. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a donné envie, comme il disait, de continuer là-dedans. Ouais, moi je vais prendre un exemple. J'avais essayé le football quand j'étais petit et c'est vrai que pour en revenir à l'éducateur, ça n'a pas collé quoi. Donc j'y étais allé parce que mon meilleur pote faisait du foot, mais c'est vrai qu'à un moment, quand on nous transmet pas de la bonne manière cette passion, ça coince à un moment. Donc je suis resté du coup un peu plus dans le handball et moi j'ai surtout un grand souvenir de mon entraîneur en sport-études. Donc quand j'étais en seconde. Où là, c'était à la fois un entraîneur qui transmettait sa passion et qui était aussi là pour nous, qui était aux petits soins pour nous. Donc ça fait partie des grandes rencontres de ma carrière.